Mohamed Sy a toujours été passionné par la mécanique depuis son plus jeune âge. Et il a poursuivi cette passion en suivant une formation en ingénierie mécanique. Au cours de ses études, il a travaillé dur pour acquérir les compétences nécessaires pour concevoir et fabriquer des machines et des équipements de pointe. Jeune entrepreneur dans l'âme, Mohamed a décidé de mettre ses connaissances et ses compétences au service de sa propre entreprise. C'est ainsi qu'il a fondé Ngiru SARL, une entité axée sur la recherche et le développement de solutions pour résoudre des problèmes sociétaux. Il a rassemblé une équipe talentueuse d'ingénieurs et de spécialistes dans plusieurs domaines. Ensemble, ils travaillent sur divers projets allant de la conception de nouvelles machines industrielles à la mise en place de mesures innovantes pour contrer certaines limites. Mohamed est connu pour son ambition et sa détermination à réussir. Il est également très créatif et innovant et n'hésite pas à explorer de nouvelles voies pour améliorer la qualité et les performances de ses machines et équipements. En tant que COO d'Engerui, Mohamed est déterminé à pousser davantage les limites de l'innovation technologique et à créer des solutions durables pour l'industrie mécanique. Ce jeune ingénieur en mécanique, passionné et ambitieux, a su démontrer une créativité et une capacité de réflexion remarquables à travers ses textes. Dans ce livre, l'auteur aborde des sujets variés, allant de la transition énergétique à la spiritualité, en passant par la politique, l'économie et la science. Il souligne l'importance des métaux rares dans la transition énergétique et invite le lecteur à prendre conscience de leur utilisation et de leur exploitation. Toujours à travers ses écrits, il aborde la question de la conscience humaine, de la science, de la philosophie et de la religion, en examinant le rôle des sentiments et des idées dans notre compréhension du monde qui nous entoure. L'auteur soulève également des questions sur l'intelligence et la bêtise, l'histoire de la monnaie et de l'inflation, ainsi que les dangers d'une augmentation incontrôlée de la masse monétaire. Il ne manque pas d'insister sur la nécessité d'avoir une pensée souple pour être plus créatif, la nécessité de se former sur des domaines différents pour nourrir son esprit. Il relève l'importance de la politique et de l'économie et comment les décisions prises peuvent avoir un impact profond sur notre vie. Il nous invite implicitement à nous poser la question de notre authenticité et de notre valeur propre pour échapper à la dépression et au vide identitaire. Enfin, le livre aborde des sujets tels que la désolation face au monde contemporain, la situation du système de santé sénégalais, les limites et les insuffisances du système éducatif, ainsi que la nécessité de développer l'esprit critique chez les élèves. L'auteur n'hésite pas à pointer du doigt les problèmes et les dysfonctionnements qui caractérisent ces différents domaines et appelle à la nécessité d'une réforme pour créer un monde meilleur. Dans l'ensemble, le livre est un tour de force intellectuel qui offre une perspective unique sur de nombreux sujets contemporains. Avec sa créativité et son innovation, Mohamed nous pousse à remettre en question nos propres croyances et à réfléchir sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que société. Au fil des pages, nous découvrons des réflexions profondes qui nous amènent à mettre un arrêt sur nos propres convictions à travers nos expériences. En particulier, un texte qui m'a foncièrement marqué, Le faux moi, que je résume sans exhaustivité à travers le paragraphe suivant. L'auteur y souligne que les neurones miroirs nous permettent de nous mettre à la place de notre prochain et d'imaginer son expérience, bien que nous ne puissions jamais refaire exactement l'expérience de quelqu'un d'autre. Cependant, Mohamed explique que nous avons tendance à projeter notre propre système de croyances et de valeurs sur les autres sans nous en rendre compte. Pour comprendre une autre culture ou une autre personne, nous devons faire preuve d'empathie et participer activement à sa vie pour surmonter nos projections naturelles. L'auteur met également en lumière l'existence du faux self, une entité qui nous permet de nous adapter à la vie en société, mais qui peut limiter notre développement personnel si nous ne parvenons pas à la maîtriser. Enfin, Mohamed y relate comment l'enfant construit son identité en intégrant les messages identitaires que son entourage lui adresse en passant de la conscience de soi à l'estime de soi. Ce passage est un exemple parfait de la façon dont Mohamed Sy parvient à allier une analyse perspicace à une narration captivante. Vous avez en face de vous un livre qui ne manquera pas de vous captiver et de vous inspirer. À qui profite-t-il cet ouvrage? À vous, à moi et à tous ceux qui sont curieux d'en savoir davantage sur eux et le monde qui les entoure. À moi en particulier, dont l'insigne honneur a été fait pour préfacer cet ouvrage. L'auteur Mohamed Sy, mon ancien élève, devenu un plus que frère, en est à son baptême du feu.
Ses multiples casquettes d'ingénieur, innovateur, entrepreneur, chef d'entreprise, auteur engagé en disent long sur son esprit d'ouverture et sa dimension intellectuelle. L'amour insatiable qu'il a pour le savoir le pousse toujours à en connaître davantage et à repousser toujours loin sa quête de connaissances sur des sujets très divers, à les approfondir et à les partager. Et cette fois-ci, à travers la rédaction d'un essai. Cet ouvrage, son premier du genre, est le fruit d'une recherche très poussée et une réflexion multidimensionnelle et profonde sur des sujets aussi nombreux que variés, et dont l'objectif étant de les appréhender dans tous leurs contours et de les partager généreusement avec tous amoureux de la lecture et du savoir. Dans la vie, les savoirs sont indispensables. Ils permettent de comprendre le monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons, sur lequel nous agissons, ne cessons de transformer et dont nous subissons les actions ainsi que les conséquences de ces dernières. Ils permettent aussi d'appréhender l'être humain à travers son essence et sa destinée. C'est ce monde dans lequel les sociétés humaines vivent que l'auteur nous invite à découvrir et à percevoir afin de mieux comprendre les logiques qui le gouvernent. La réflexion qu'il mène dans ce présent essai aborde des sujets relatifs aux voies et méthodes de la réflexion, au domaine de connaissances et à leurs liens aux nécessaires interactions, et de façon spécifique à l'économie, l'être, l'éducation, la santé, l'environnement, la transition énergétique et écologique, les inégalités sociales. Pour juste donner un avant-goût du contenu de l'ouvrage, je me permets de faire l'économie de quelques articles. En effet, dans toute action réflexive, il est nécessaire de s'adosser à une source d'inspiration méthodologique pouvant servir de viatique. De ce fait, assertion, source de gouverne, laquelle en est la porte d'entrée. Des trois voies de l'esprit, à savoir la science, la philosophie et la religion, laquelle peut-on emprunter pour conduire une réflexion? Laquelle pourrait véritablement mener à comprendre le monde ou une partie de ce dernier aussi complexe à saisir? Accéder à la véritable connaissance nécessiterait dès lors la combinaison des trois. Mais dans cette association, la religion, musulmane en particulier, devrait y avoir une place importante vu les insuffisances des méthodes scientifiques et philosophiques. C'est la raison pour laquelle il est d'une part important de tout relativiser vu la complexité du savoir et d'autre part combiner les différentes voies d'accès à la vérité pour tirer le meilleur de chacune d'elles. N'est-ce pas, avons-nous l'habitude de dire que la diversité est une source de richesse? C'est dans cette optique que, de l'urgence des transdisciplinarités, apparaît comme une réflexion à travers laquelle l'auteur cherche à démontrer les limites de la spécialisation et la nécessité de promouvoir l'interdisciplinarité, seule approche qui permettrait de s'approcher davantage du savoir véritable. Ainsi, l'industrialisation de la beauty conforte l'idée de l'importance de l'interdisciplinarité dans la mesure où, au lieu d'être satisfait de ce que l'on connaît, on doit étendre le champ du savoir à des domaines voisins afin d'amener l'esprit à créer de nouvelles associations d'idées de nature différente, car l'intelligence dont est doté l'être humain lui permet de procéder de la sorte. Toutefois, le temps et l'effort nécessaires pour agir ainsi sont de moins en moins utilisés à bon escient. Le monde actuel a tendance à se transformer en celui du court terme et de l'instantanéité. Un univers où les abrutis sembleraient s'imposer, ou tout au moins dans l'apparence. Malgré l'état des sociétés actuelles, il est important de retenir que dans le champ du savoir, aucun objet ni personne ne doivent être exclus dans la découverte, l'appréhension et la connaissance de la complexité de l'homme et de son monde. Ce dernier se transforme en un lieu de compréhension, où la logique d'accumulation et de consommation prime sur beaucoup de choses existentielles essentielles, comme la vie tout court et l'humanisme des êtres humains. Bien que l'humanité ait connu ces 2 derniers siècles d'importants progrès matériels et sociaux, ils sont aujourd'hui surtout profitables à une minorité au détriment de la majorité. Et cela du fait d'une action volontariste sur l'économie qualifiée par l'auteur de l'inflation, le vol des gouvernements. Là, il s'agit d'une question certes d'actualité, mais ancienne. L'économie, à travers son aspect le plus perceptible que sont les échanges, est expliquée de manière très pédagogique pour ne pas rebuter le profane par sa technicité. Cette réflexion fait comprendre l'origine réelle de l'inflation à travers une histoire de l'économie moderne capitaliste. L'inflation tirerait véritablement son origine non pas de la conjoncture mondiale,
mais plutôt d'une action volontaire des gouvernants avec pour ultime but l'augmentation de la masse monétaire. En agissant ainsi, les classes dirigeantes politiques et économiques minoritaires s'enrichissent davantage, tout en enfonçant les classes sociales moyennes et faibles dans une précarité considérable du fait d'un pouvoir d'achat de plus en plus faible. Partant de là, l'on comprend aisément pourquoi les économies dépendantes ont du mal à s'en sortir et émergent difficilement. Bref, pour ne citer que ces exemples parmi tant d'autres, retenons que cet essai est un condensé de réflexions très bien documentées, argumentées et riches. Le lecteur y trouvera sûrement de la matière à réfléchir et à comprendre davantage son être et son monde. À chacun son exemplaire et excellente lecture. Prisme, position, angle, spectre. La faculté première de l'individu est bien le raisonnement. C'est par la pensée que l'homme s'élève et qu'il se réalise pleinement. C'est par elle qu'il prétend toucher son essentiel, son être le plus profond. Cette aventure de la pensée, certes controversée mais opiniâtre face à l'usure du temps, repose sur un élément fondamental qui n'a jamais quitté l'être humain, le doute. La nature certaine de l'existence du doute se transpose à l'entité qui en est vecteur grâce à la pensée, à tel point qu'elle entérine son existence en tant qu'entité pesante. Descartes nous dira cogito ergo sum. De la noésis chez Platon à la noèse chez Husserl, l'acte de penser est associé à une liberté car l'esprit humain ne connaît que les faire qu'il s'impose. Intervient ainsi la question du prisme, de la position, de l'angle, du spectre, bref de la perspective comme dirait Nietzsche, qu'il décrit comme la manière dont différents points de vue peuvent influencer la façon dont nous interprétons le monde qui nous entoure. Comme pour dire que nos pensées sont le fruit d'une expérience. Question sur laquelle l'auteur revient dans L'expérience, une folie de grandeur. Une fine frontière s'érige par conséquent entre l'expérience et un phénomène sensible pouvant différer d'un sujet à un autre. Dans ce cas, à quel moment pourrons-nous parler d'expérience? En présence d'un agrégat de combien phénomènes sensibles, pour ne pas verser vers l'expression subjective qui sort de l'ordinaire, donc l'exception. Ou en présence d'un ensemble de phénomènes sensibles, pouvant certes être subjectifs, auxquels on oppose un obstacle épistémologique, Bachelard, ou une neutralité axiologique, Weber, pour en opérer le catharsis et en faire une expérience vérifiée jusqu'à ce qu'une autre vienne la contredire. Hannah Arendt évoque l'importance de la pluralité dans la liberté de penser. Selon elle, il est essentiel que les individus soient exposés à une variété de points de vue. Le point de vue étant en principe cette position, point, où la vue est optimale, permet à l'homme de penser et de se penser à travers son vis-à-vis, pour parler comme l'essayiste dans le faux moi. En effet, pourquoi se contenter d'être borgne lorsqu'il nous est possible d'avoir un troisième œil? Le constat désolant de notre nouvelle ère est une tendance dangereuse vers ce qu'on peut nommer un conformiste moutonnier. Ce dernier se base sur des éléments de notre quotidien qui nous privent, nous détournent de la noblesse et de la liberté de faire accoucher les esprits de leur connaissance. Socrate. Parmi ces éléments, l'essayiste nous propose une analyse sur le système scolaire qui définit de manière incendiaire comme une fabrique à bipettes décérébrée. Par ailleurs, il pose l'urgence de la transdisciplinarité qui présente le logo comme un tout indivisible que le temps a réussi à cloisonner. C'est sur un ton disruptif et familier que Mohamed Sy nous invite à une réflexion sur des questions de l'heure dans son œuvre. Il se base sur la pensée comme essence de l'homme et la liberté de penser comme devoir d'un cosmopolite ancré dans son Afrique et son islam. Il y aborde en plus des questions de la pensée, l'homme, ses croyances, ses valeurs et ses vices, des sujets aussi anciens qu'actuels. Monnaie, écologie, politique internationale. Disruptif est le mot qui définit le plus cet ouvrage, qui est une invitation à un anticonformisme discipliné et à la dégustation des subtilités de la nosphère.